Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Jean-Louis pour avoir eu le courage, je dirais presque, comment dire, faut oser faire du présentiel en ce moment. Donc bravo Jean-Louis, c'est une première édition, donc c'est bien. Un an que tu es dessus, c'est ça? Ouais, un an, ouais. Un an, donc bravo. Moi je suis ravi d'avoir été invité pour cette première édition. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Voilà, maintenant ça c'est l'avenir me dira. Alors, Jean-Louis m'a invité au départ parce qu'il voulait, dans ce salon du paranormal et de l'ésotérisme, parler un petit peu d'OVNI, parce que ça fait partie du paranormal aujourd'hui, à côté du normal. Donc j'ai accepté avec grand plaisir, mais moi je ne suis pas vraiment un conférencier. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me considère plus comme un journaliste amateur, comme un chroniqueur du sujet. Et c'est vrai que les conférences descendantes, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai préféré proposer à Jean-Louis un format table ronde, puisque Jocelyn était là et Jocelyn connaît très bien le sujet. Et puis de pouvoir profiter justement du public, que vous soyez là pour répondre à vos questions, vos interrogations, dans la mesure des réponses qu'on a, parce qu'on n'est pas non plus on n'est pas des sachants. Et c'est vrai que est-ce qu'il y a des experts dans le domaine? Je suis pas sûr. Il y a des gens qui connaissent un petit peu mieux le domaine que d'autres. Mais voilà. Alors juste pour me présenter rapidement, moi je suis Pascal Fechner, je suis rédacteur en chef du média Maybe Planet. Alors quand je dis média, je me la pète un peu, c'est un média amateur. On a les réseaux sociaux, on a une chaîne YouTube. Je suis invité de temps en temps dans des émissions sur BTLV comme Jocelyn. Avec Jocelyn, on a fait également Enquête paranormale sur C8, quand ils acceptent de passer les épisodes. Quand ils ne coupent pas les saisons en cours de route parce que soi-disant il n'y a pas assez d'audience. Et puis j'ai fait aussi Enquête mystérieuse sur RMC Story. Voilà. Et là on tourne les nouveaux épisodes, donc c'est bien, il y aura des nouveaux épisodes. Moi, le rôle du Maybe Planet, on l'a appelé Maybe parce que Maybe en anglais ça veut dire peut-être. Et c'est vrai qu'on se définit comme des funambules du possible et du peut-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'adore cette image du fait qu'on marche sur un fil, en se disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais sur tous les sujets. C'est vrai qu'on connaît surtout sur les ovnis, mais on se pose des questions sur tout. Et puis, comme tous les funambules, de temps en temps, on se casse la gueule d'un côté et de l'autre. Ça fait partie du jeu. Donc, de temps en temps, on dit ah ouais, non, mais c'est super intéressant, donc c'est sûrement vrai. Puis, des fois, on dit non, c'est vraiment pas solide, donc on n'y va pas. Voilà, et l'idée, c'est d'essayer d'avancer sur le sujet avec des informations les plus solides possibles. Alors, les informations les plus solides possibles, en général, c'est d'avoir des intervenants qui connaissent un petit peu le sujet. Et c'est vrai que la première question qu'on voulait se poser avec Jocelyn pour commencer cette intervention, c'est est-ce que le sujet OVNI a avancé? Est-ce qu'on est vers une divulgation, comme on dit aux États-Unis, un petit peu en France? Et est-ce que le sujet OVNI est maintenant avéré? Est-ce qu'il est sur la table? Alors, c'est vrai, Jocelyn, je me rappelle, on était à Marseille, comme quoi c'était en décembre 2017, lorsque ce fameux article du New York Times est sorti, article que vous connaissez peut-être. L'article qui a mis le feu aux poudres, qui était écrit par Leslie Kean, qui est alors j'ai envie de dire journaliste, mais qui est plutôt une activiste en fait, du domaine OVNI, plus que journaliste. Voilà, qui est très très intéressée par l'ufologie. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que c'est une américaine, mais qu'elle s'est intéressée au sujet par une étude française, par l'étude de l'INER de l'Ecometa. C'est une étude qui est sortie dans les années 2000. C'est à la lecture de ce document qu'elle a décidé de s'intéresser au sujet OVNI. Et cet article était quand même très intéressant parce que c'était la première fois qu'un grand titre, un grand média comme le New York Times, qui est quand même un journal qui a pignon sur rue aux États-Unis, décidait de parler du sujet et aborder le sujet avec des informations qui semblaient fiables, avec des gens qui étaient nommés. Cette fois-ci, ce n'était pas des anonymes. Et puis il y a eu toute une campagne derrière. Et je crois que c'était la première fois qu'on avait ça, Jocelyn. On avait des gens qui venaient du département de la Défense, à savoir vous et Lisondo. On avait des pilotes qui témoignaient. Alors le pilote s'appelait David, son acronyme David Sexfremor. C'était le pilote qui avait fait l'observation de ce fameux tic-tac dont vous avez sûrement entendu parler en 2004. Un pilote qui se met face caméra et qui dit bon ben voilà, moi quand j'étais pilote de chasse, on a coursé quelque chose. Et il ne sait pas ce qu'on a vu, mais ça faisait des choses que nous ne pouvions pas faire. Donc ça c'était intéressant. Puis vraiment, il y a un ensemble de choses qui s'est grévé. Et aujourd'hui, on en est où? On en est avec des membres du Congrès américain
hommes et femmes, tout partis confondus, républicains et démocrates, qui tapent du poing sur la table et qui disent aux militaires américains, on veut des réponses, il y a des choses qui strillent au ciel américain, on ne sait pas ce que c'est, donc il faut que vous nous expliquiez ce que c'est. Là, ce qui est intéressant, c'est que les militaires sont un peu acculés, et la seule réponse qu'ils ont aujourd'hui, c'est bah, nous non plus, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc, aujourd'hui, on en est où? De dire, bien, les ovnis existent, les objets volants non identifiés existent, pour autant, est-ce qu'il faut les rattacher tout de suite à des extraterrestres? Ça, c'est encore une question, parce qu'il peut s'agir de drones russes, peut-être plus chinois, et on a vu il n'y a pas très longtemps le patron de l'Air Force, qui est quand même très silencieux sur le sujet, qui disait, bah écoutez, moi les extraterrestres, c'est pas trop mon problème, par contre, mon problème, c'est les drones chinois. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, les militaires américains pensent plutôt que les incursions que voient les pilotes assez régulièrement sont peut-être d'ordre militaire et pas vraiment extraterrestres. Bon, à côté de ça, malgré tout, il y a tout un folklore qui se crée sur ces sujets-là. Alors, il y a des intervenants connus, puis il y a des intervenants moins connus. On a des gens comme Jeremy Corbell, voilà, qui, je ne sais pas si vous connaissez Jeremy Corbell ou pas. Moi, je l'appelle le Brognon parce qu'il a une grande barbe comme le Brognon d'Andorra. Voilà. Après, ce qui se passe, c'est que le sujet devient tellement médiatique. Il faut savoir que des magazines comme 60 Minutes aux États-Unis, on en fait une émission, et 60 Minutes, on n'a pas l'équivalent en France, mais c'est un petit peu, pour les gens de notre génération qui connaissent peut-être, c'est un petit peu 7 sur 7, mais puissance 3000. Voilà, quand 60 Minutes parle de quelque chose, c'est des millions d'Américains qui regardent et qui sont au courant. Et 60 Minutes, ça fait une émission spéciale OVNI, sans parler d'extraterrestres, mais en interviewant vraiment des intervenants du sujet, des pilotes. Lou Elizondo, le fameux Lou Elizondo, qui est un ancien militaire, qui a sorti ces fameuses vidéos que vous avez sûrement tous et toutes vues, vidéos qui ne sont toujours pas identifiées aujourd'hui. Hein, ça, c'est clair. Pour autant, est-ce que ce sont des extraterrestres? Là, c'est toute la question. Voilà. Le sujet en est un petit peu là aujourd'hui. Toi, Jocelyn, pareil que toi, tu es un observateur jamais depuis longtemps. Je vais juste compléter ce que tu dis. Moi, j'observe le phénomène OVNI effectivement depuis longtemps. Ce que j'ai remarqué, ce qui paraît le plus important dans ce qui arrive là dans les derniers mois, les dernières années, c'est ce fait qu'une armée, l'armée américaine, ait reconnu qu'il y avait un phénomène qu'il ne maîtrisait pas. Après, quelle est la nature du phénomène, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, qu'une armée dise il y a quelque chose, il y a des objets là qui volent au-dessus de l'eau, qui rentrent dans l'eau, au-dessus de notre territoire, notre espace aérien, et on ne sait pas ce que c'est, on a des vidéos, voilà. C'est une première. Normalement, l'armée en général se tait. Et s'il y a bien un truc dont une armée déteste dire, c'est qu'elle ne maîtrise pas quelque chose. Ça, c'est clair. Donc, ils le disent. Moi, l'avancée, pour moi, elle est peut-être à ce niveau-là. Après, oui, comme l'a dit Pascal, il faut essayer de voir le phénomène. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Si l'armée américaine dit il y a ça et on ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, voilà, après, on rentre dans les hypothèses. Alors, c'est vrai que sur le sujet, on entend beaucoup les Américains. Par contre, le sujet semble quand même mondial. Et la question, c'est est-ce qu'en France, on a également des observations? Voilà. Vous me dites effectivement, il y a un silence radio. Il y a des observations en France d'OVNI. Il y a des témoins. Alors, c'est vrai que pendant quelques mois, années, j'ai été le directeur national du MUFON. Alors, le MUFON, c'est la plus grosse organisation ufologique d'enquête du monde. Et moi, j'avais en charge les témoignages français. Et c'est vrai que des témoignages, il y en a peut-être pas quotidiennement, mais il y en a de façon régulière. Maintenant, pour autant, on se rend compte souvent dans ces témoignages qu'il y a beaucoup de méconnaissances. Beaucoup de méconnaissances en matière d'astronomie, en matière d'aéronautique, en matière de phénomènes aériens qu'on peut avoir, ces fameuses lanternes taille, qui sont quand même... soyons clairs, il y a beaucoup de lanternes taille qui sont vues et qui font l'objet de méprise. Donc des témoignages, on a. Mais soyons clairs, avec un environnement bien cadré, c'est-à-dire quand on a un témoignage assez récent sur lequel on peut faire des recoupages par rapport à l'endroit, par rapport à ce que la
personne n'a vu, on arrive généralement à faire une conjecture, c'est-à-dire à dire à la personne, vous avez peut-être vu ça. Souvent, c'est des prises avec des étoiles, ça paraît fou. On a eu le phénomène Starlink aussi qui nous a donné énormément de boulot. Les Starlink, alors je ne sais pas si vous en avez vu personnellement, moi j'ai jamais vu le phénomène personnellement. Voilà, ça peut être chouette, j'ai jamais réussi à le voir. Les Starlink, en fait, ce sont les fameux satellites lancés par le milliardaire Elon Musk. Et lorsqu'ils sont lancés pendant plusieurs jours, vous avez une traînée d'une trentaine de points lumineux qui suivent. Et toi, Jocelyn, tu les as vus, je crois, hein, 2 fois. Moi, j'ai pas vu. Alors, je les ai vus 2 fois, mais c'était pendant le confinement, quand le ciel était très clair. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de traînée. Puis, et à ce moment-là, c'était les premiers lancés, c'était par train il y avait 30 ou 60 satellites en même temps. Et ils avaient orienté, alors je sais pas, là c'est très technique, mais en tout cas la lumière du soleil se reflétait assez facilement dessus et on les voyait très bien le soir. Après ils ont un peu manipulé je ne sais pas quoi pour réduire cette luminosité pendant tout un temps, sur toutes les applis qui suivaient les trajectoires, ils disaient ah on les voit moins, on les voit moins. Et là récemment il y a eu encore des lancers et les gens avaient l'air de dire qu'on les revoyait un peu mieux qu'avant. Alors, ce qui paraît fou, c'est qu'on pourrait se dire, ok, maintenant on a compris que c'était les Starlink. Moi, je me rappelle la première observation de Starlink. C'était un jour férié, c'était un lundi férié en novembre. Assez rapidement, on a eu les infos, je me rappelle, on avait grillé le GEPAN, mais de 48 heures. 48 heures après, ils disaient oui, c'est Starlink, alors que nous, on l'avait dit tout de suite, parce qu'il y avait vraiment une effervescence par rapport au phénomène. Donc voilà, des témoignages, il y en a beaucoup. Mais le problème, souvent, c'est que ce sont que des témoignages. Il est assez rare d'avoir des photos, encore moins des vidéos, et des vidéos exploitables, parce que quand vous faites une vidéo avec votre smartphone, que vous filmez le ciel, qu'il n'y a pas de rapport au sol, et que vous bougez comme ça, c'est clairement inexploitable. Ça peut être une étoile, et vous bougez, donc vous avez l'impression que ça bouge. Quand on zoome sur une étoile, les appareils ne sont pas faits pour filmer des objets qui sont aussi loin. Donc il y a des gens qui nous disent, mais regardez, il y a une espèce de méduse dedans qui bouge. Non, c'est pas une méduse, c'est juste le zoom qui n'arrive pas à se faire. Alors, moi, je ne me moque pas, hein, je comprends tout à fait que parfois ça puisse être étonnant. Donc voilà, des témoignages, il y en a. Souvent, le problème, c'est que la qualité du témoignage n'est pas là. Donc, nous, ce qu'on pouvait mettre, c'était des conjectures, c'est-à-dire des avis. Et je pense que c'est peut-être ça, peut-être si, ou on n'y était pas. Donc après, puis on a eu plein de choses. On a eu des petits objets collés sur les objectifs, par exemple, des choses comme ça. Voilà, bon, ça fait partie du folklore. Les cas les plus intéressants qu'on a eu en France, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure dehors, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de cas français vraiment intéressant, enfin en tout cas vraiment avec de la matière, sauf qu'on a eu quand même une vague d'objets qui n'ont pas été clairement identifiés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était fin 2014, début 2015, ce qu'on a appelé les trovnis. C'est l'ingénieur Claude Labatte qui a inventé ce terme, parce que on ne savait pas si c'était des drones, donc Claude Labatte a dit bah, si on ne sait pas ce que c'est des trovnis. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vague, les médias s'en étaient emparés, où de façon assez massive, des sites nucléaires avaient été survolés par des lumières, et ça paraît fou de le dire, mais les organismes de surveillance des centrales nucléaires, à savoir la PSPG, étaient un petit peu désemparés par rapport au phénomène, puisqu'elles n'arrivaient pas à faire tomber, ou ne souhaitaient pas même faire tomber un objet dans une enceinte nucléaire, ce qu'on peut comprendre, il y avait un risque peut-être d'abîmer le réacteur ou autre. Et étonnamment, les médias en ont parlé, mais le phénomène est tombé quand même dans le silence. Rappelez-vous aussi 2014-2015, etc. C'est la période des attentats en France. Hein. C'était un peu chaud. Donc toute menace on en a parlé aussi à cause de ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu les attentats terroristes, 2015, etc., peut-être que les histoires de drones ou d'objets d'OVNI au-dessus des centrales n'auraient pas été aussi... ça restait plus confidentiel. Enfin, c'est mon avis. Mais c'est vrai, je te rejoins. Étonnamment, alors moi je participe à la libre antenne de BTLV qui a lieu tous les 15 jours maintenant. Et le principe est simple, hein, c'est celui d'une libre antenne, à savoir des gens appellent au téléphone et nous racontent des témoignages sur le paranormal. Et dedans, on en a... Et dans ces témoignages, on a beaucoup,
même énorme, enfin on va dire, allez, à la louche, 60% de témoignages qui sont sur des ovnis. Les gens ont vu quelque chose de bizarre dans le ciel. Alors on essaye, et c'est vrai, je rejoins aussi ce que disait Pascal sur la qualité des témoignages. Alors il y a deux choses, il y a la personne observe quelque chose qu'elle ne comprend pas dans le ciel, elle essaye de l'expliquer, donc déjà c'est pas facile. Il faut savoir qu'aussi il y a un phénomène de sidération, c'est-à-dire la personne, le témoin voit des choses, ne comprend pas, et là il perd des réflexes. Le réflexe de bien prendre des notes, ou bien de bien, enfin prendre des notes, c'est pas ça, mais au moins dans sa tête, de bien se dire, bon ben voilà, j'étais à tel endroit, ou l'heure qu'il est. Plein de témoins oublient éventuellement d'utiliser leur smartphone ou quoi que ce soit, ou de faire des photos, ils disent après, mais... Et on a eu un nombre incalculable de témoignages où les gens disaient, j'ai vu ça, et j'ai même pas pensé à prendre une photo. Alors que, bon, après, à froid, on se dit, mais la personne avait largement le temps de le faire. Donc il y a ça, il y a ce côté compliqué. Les smartphones, en plus, dès que c'est la nuit, franchement, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Qu'un smartphone la nuit, vous ne prenez pas à grand chose. Une lumière dans le ciel, on ne voit rien. Et donc on essaye de dire aux gens, mais c'est pas facile parce qu'il faut se mettre à leur place, que si vous arrive quelque chose, une observation extraordinaire, essayez dans la mesure du possible, et si vous y pensez, de bien noter après ce que vous avez vu. Ça veut dire j'étais à tel endroit, il était telle heure, je regardais dans telle direction, l'objet en question faisait telle taille, d'après moi, etc. Il se déplaçait d'est en ouest, ou nord au sud, enfin voilà, le maximum d'informations, parce qu'après, éventuellement, il y a des logiciels qui existent, et selon l'endroit où se trouve la personne, on peut vérifier qu'il n'y avait pas d'avion, qu'il n'y a pas une piste, un aéroport, un aérodrome, enfin voilà, des choses comme ça. On peut essayer de faire des vérifications. Et on peut aussi voir si ce soir-là, le ciel n'était pas exceptionnellement clair. Je prends un exemple, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, depuis chez moi, j'habite à Paris. Hein. Paris, la luminosité, elle n'est pas extraordinaire. Hein. On ne voit pas, souvent on ne voit pas les étoiles. Mais là, il y avait la Lune et il y avait Jupiter. Et Jupiter, pendant quelques jours, on le voyait, mais moi je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc aussi brillant? Et je suis allé voir un peu sur Internet, et là, il y avait plein d'articles sur, en ce moment, juste à côté de la Lune, il y a Jupiter, vous allez voir super bien. Et donc nous, ça nous permet aussi, enfin nous, les gens qui vérifient, parce que moi je ne vérifie pas forcément des témoignages ovnis, mais ça permet aux gens de vérifier que, par exemple, ce soir-là, les gens n'ont pas cru voir un ovni alors que c'était une planète qu'on voyait exceptionnellement bien ce jour-là. Donc, là c'est l'opposition de Jupiter. Hier soir j'étais à l'observatoire de Kosovo. Et c'est vrai que Jupiter était extrêmement brillant. Les gens qui ne connaissent pas rien, qui connaissent pas l'astronomie, ils disaient ça peut être différent. Alors ça, c'est un des gros problèmes du sujet aujourd'hui, c'est la stigmatisation. On a Paul Pluma, qui est un jeune réalisateur qui fait partie du bureau du Mini-Planète, qui a sorti un court-métrage qui s'appelle Stigma. Et effectivement, un des plus gros problèmes du domaine aujourd'hui, en tout cas pour récupérer des témoignages, c'est ce phénomène de stigmatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez quelque chose dans le ciel, vous parlez autour de vous, votre famille, votre boulot, j'ai vu un truc dans le ciel, je ne sais pas ce que c'était. Bah, y a un effet meute qui existe et on constate où on va dire ah ouais, t'as vu des petits hommes verts, t'as vu des extraterrestres. Voilà. Alors, et les militaires ont connu ce problème-là, hein. C'est-à-dire que les militaires, quand ils voyaient quelque chose, on a des noms connus, hein. Par exemple Jacques Crime, qui est quand même l'ancien patron de la patrouille de France, d'ailleurs la patrouille de France on en parlera. Lui a eu le courage de dire j'ai vu quelque chose, je ne peux pas l'expliquer, j'étais pas tout seul, ça a fait ci, ça a fait ça. Donc là c'est un pilote, donc qui est quand même habitué à manœuvrer dans l'air et qui à mon sens, fait une observation de qualité avec des informations de qualité. Enfin, il y a ce problème de stigmatisation. Et le problème, c'est quand on dit ovni aujourd'hui, bah dans la tête du grand public, les ovnis, c'est les extraterrestres. Alors que les ovnis, c'est des objets volants non identifiés, c'est pas autre chose. Alors, soit on a des témoins qui, je pense que tu seras d'accord avec moi, qui sont déjà dans une espèce de croyance assez forte, qui sont persuadés que la vie existe ailleurs, et je leur jette pas la pierre, parce que quand on voit la taille de l'univers, plus que probable que la vie existe ou a existé ailleurs. Donc, voilà. Mais comme ils sont dans une espèce de croyance déjà assez forte, et bah pour eux, comme ils ont vu quelque chose, on le constate avec les mannequins de taille, ils ont vu une forme de vie extraterrestre. C'est aussi simple que ça. Moi, je me rappelle des fois où j'ai dû batailler avec des témoins, en disant, écoutez, c'est peut-être des lanternes thaïlandaises, ou c'est peut-être autre chose, où je me faisais littéralement jeter par le témoin qui me disait non, c'est pas ça,
Moi, je vous appelais pour que vous me confirmiez que j'ai vu un extraterrestre. C'en était là des fois, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Le changement aujourd'hui, c'est que je vous appelle, ça y est, on dit les choses. Fais les terres. C'est le moment, coupe le son. Le gros changement aujourd'hui, c'est que ce qui s'est passé en décembre 2017, c'est eu un effet d'onde. C'est comme si on jetait un petit peu un caillou dans une mare. Ça a impacté le grand public, ça a impacté les politiques et ça commence à impacter les scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a un scientifique qui s'appelle un astrophysicien qui s'appelle Avi Loeb, qui est quand même quelqu'un qui est de l'université d'Harvard, et qui a décidé de prendre le sujet à bras le corps avec le projet Galileo. Et ça, c'est assez nouveau parce que c'est un vrai projet scientifique qui est quand même doté, il a réussi à lever, enfin on lui a donné, c'est pas qu'il a levé, c'est des millionnaires sont venus taper à sa porte et ils lui ont dit, grosso modo, on vous donne 2 millions de dollars pour que vous étudiez le sujet, vous montez le projet Galileo. Et aujourd'hui, Avi Loeb, qui à mon sens n'est pas spécialement dans une conviction forte, alors une conviction qui est une forme de vie dans l'univers, ça il a, c'est évident. À la rigueur, quand on étudie le ciel, il suffit de passer quelques heures en regardant le ciel la nuit et on se dit oui, on ne peut pas être seul, ça paraît difficile. Maintenant, Avi Loeb n'est pas spécialement persuadé qu'on a été visité parce que c'est ça un petit peu le delta. Et grâce au projet Galileo, eh bien, la science va s'inviter dans le domaine et il va essayer, avec des radars, avec des capteurs, avec tout un ensemble de données scientifiques, de comprendre ce qu'on peut voir. Alors, c'est une démarche intéressante, mais qui se veut scientifique. Là, par exemple, on a eu récemment des astronomes ukrainiens qui ont utilisé 2 observatoires et qui disent avoir vu dans le ciel des choses qu'ils n'ont pas pu identifier, qui se déplaçaient à des vitesses d'à peu près 54 000 km/h. 54 000 km/h, c'est très très rapide, hein. On ne sait pas faire. On ne sait pas envoyer des objets aussi vite. La difficulté, c'est que cette publication est en pré-étude, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sortie encore dans un magazine, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été visée par des pairs, mais la presse s'en empare parce que le sujet est assez, devient grand public, et on arrive à des raccourcis en disant bah, les Ukrainiens ont vu des objets qui se déplacent à 54 000 km/h. Et comme ce sont des astronomes, ils ne peuvent pas se tromper, donc le ciel ukrainien est visité par des choses qui vont très très vite. Alors, que des astronomes, des astrophysiciens qui regardent le ciel ukrainien, veulent des objets qui strient le ciel ukrainien, par ailleurs, on se dit c'est normal, c'est un pays en guerre. Pas l'oublier quand même. Donc, tous les jours, il y a des drones américains, russes, européens, il y a des satellites, il y a tout ce qu'on veut. Maintenant, est-ce que les appareils qu'ils ont détectés vont vraiment à 54 000 km/h? Ça, c'est pas encore avéré. Et c'est en ça, à mon sens, que la science doit maintenant intervenir pour essayer d'apporter un peu plus de données. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous pourriez vous dire, bon, bah, ils sont gentils tous les deux. Jocelyn fait des livres sur le paranormal, lui il a un média qui s'appelle Baby Planet. Enfin, on a l'impression qu'ils sont quand même super fermés sur le sujet et super sceptiques. C'est pas tout à fait ça. Mais je pense qu'avec Jocelyn, on a la même démarche. C'est-à-dire que, oui, moi, personnellement, j'adorais qu'on ait un smoking gun, mais c'est encore un petit peu compliqué. Pour autant, on a des cas intéressants qui sont... Je vais revenir sur les cas intéressants, mais aujourd'hui, enfin moi, alors si vous voulez savoir où est-ce que je me situe, moi je me situe dans les gens qui pensent que le phénomène OVNI existe. Il n'y a pas de discussion. Il y a un phénomène OVNI, il y a des milliers de gens qui voient des trucs bizarres dans le ciel, il y a forcément quelque chose. Après, la question, c'est de savoir ce phénomène, c'est quoi? Qui est derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Et s'il y a quelque chose, c'est quoi? Voilà. Et donc, je pense qu'on pourra déjà commencer, avant d'aborder quelques cas, on pourra déjà essayer de vous dire qu'aujourd'hui, l'OVNI ne veut pas dire forcément extraterrestre. Et ça, c'est nouveau. Parce que pendant des décennies, on a toujours associé, dès qu'on parlait des OVNI, et avant les soucoupes volantes, on disait toujours soucoupe volante égale extraterrestre. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui, la théorie dite extraterrestre, elle n'est plus forcément première, enfin primordiale. Il y a d'autres théories qui existent. Alors les autres théories, je peux vous en parler rapidement, c'est soit
ces objets, s'ils existent, et s'ils sont matériels, parce qu'il y a aussi une théorie qui dit que c'est peut-être des images. Et si c'est des images, d'où elles viennent, qui les fait, on sait. Mais s'ils sont matériels, et il y a des chances que ce soit quand même matériel, ces objets, ils peuvent venir d'une autre dimension, et non pas de l'espace, mais d'une autre dimension. Comment, j'en sais rien, d'une autre dimension, voire d'une autre période temporelle. J'aime bien. Alors moi qui écris à côté des romans de science-fiction, j'adore cette hypothèse, je l'aime bien. J'aime bien parce que je me dis finalement, en connaissant toutes ces histoires, là, on va vous en parler de certaines, eh bien, pourquoi ces ovnis qui ne prennent pas contact avec nous, mais qu'on arrive à voir de temps en temps, ne seraient pas des sortes de sondes temporelles? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ces objets, mais peut-être que dans un futur lointain, on a réussi à envoyer ces sondes à notre époque, et ces sondes viennent voir, viennent observer. Peut-être que ce sont, alors moi j'adore que je suis historien étrange, j'adorerais que ce soit des historiens qui envoient ces sondes pour en fait venir vérifier dans le passé, qui est notre présent, ce qui s'est réellement passé. Voilà, je sais pas. Et c'est pour ça qu'ils n'interviendraient pas, parce que normalement, vous savez que tous les auteurs de science-fiction disent ça, qu'il ne faut pas modifier le cours de l'histoire, sinon on ne sait pas ce qui va se passer. Pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, tout ça pour dire que voilà, le phénomène OVNI, il peut aller dans plein de directions. Il n'est pas juste la direction des extraterrestres. Alors là, les extraterrestres ne sont pas écartés non plus. Moi, je fais partie des gens qui pensent que franchement, l'univers est tellement grand que je ne vois pas pourquoi on serait les seuls. Pourquoi il n'y a pas une autre forme de vie intelligente quelque part? Ça me paraît même hyper présomptueux, hyper orgueilleux de notre part de penser qu'on est les seuls. Donc, franchement, il y a forcément... Alors après, la question, s'il y a une autre forme de vie intelligente quelque part, est-ce qu'elle est capable de venir nous voir, de nous rendre visite? Ça, c'est un autre sujet déjà. C'est déjà plus compliqué. Donc ça, c'est l'histoire d'extraterrestres, et puis après, il y a les autres pistes. Alors c'est vrai que si on va dans les pistes, mais prospectives, hein, encore une fois, parce que pour partir sur ces pistes, et justement, je parlais en émission il n'y a pas si longtemps, le problème de l'équation, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'ufologues partent du résultat en disant c'est extraterrestre. Donc comme c'est extraterrestre, les termes de l'équation, on va les adapter pour arriver au résultat c'est extraterrestre. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas cette certitude. Voilà, il y a des choses qui sont vues, il y a des phénomènes qui sont vus. Mais enfin, le fait que ce soit extraterrestre, moi personnellement, je n'ai pas deux cas où vraiment je puisse dire bon, voilà, ça ne peut pas venir de chez nous, c'est juste impossible. C'est quand même intéressant. J'ai pas la fille pour ce que je veux dire. Non, voilà, ça y est, j'ai retrouvé, excusez-moi. Dans les hypothèses prospectives intéressantes, il y a la multidimensionnalité aussi, défendue par Jacques Vallée, entre autres, et c'est vrai que c'est une hypothèse passionnante et qui répondrait aussi à beaucoup d'interrogations parce qu'il semblerait que le phénomène soit très intéressé par le nucléaire. Voilà, c'est comme ça, c'est un phénomène qui s'est accentué apparemment avec le début du nucléaire, avec les années 1945-1947. En France, on va être clair, on parlait de la vague de Drovny en 2014-2015 et c'était quand même le nucléaire qui était ciblé. Et tout ce que j'en sais, je peux vous dire que nos centrales continuent à être allègrement survolées. Je pense que si le PSPG avait la liberté de parler et de dire tout ce qu'il voit dans le ciel au niveau nucléaire qui n'est pas identifié, on serait peut-être quand même étonné. Alors ça peut être du drone russe aussi, très clairement. Moi j'ai un cas que j'avais bien travaillé sur la centrale de Fessenheim. Bon, voilà, j'aurais adoré pouvoir interviewer l'ensemble du PSPG qui était là ce soir-là pour voir exactement ce qu'ils ont vu. Bon, il y a eu des petites maladresses dans la communication qui fait que la personne qui a transmis l'info, à mon avis, s'est fait un petit peu calmer, on va dire, par rapport à sa hiérarchie, enfin c'est comme ça. Donc, c'est vrai que le phénomène de la multidimensionnalité par rapport au nucléaire pourrait être intéressant parce qu'on pourrait imaginer, on imagine, c'est vraiment la prospective, que le nucléaire a un impact dans notre dimension, mais pourrait peut-être aussi avoir un impact dans la leur. Et là, ça pourrait justifier effectivement une venue, en disant mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces abrutis? Ils sont en train d'abîmer notre monde, qu'ils abîment le leur, bon, c'est leur problème, mais qu'ils n'abîment pas le nôtre. Donc ça, c'est vrai aussi, c'est un cas intéressant. Il est d'autant plus intéressant que quand on prend les textes médiévaux, légendaires et autres, il y a souvent cette notion de... C'est Jacques Vallée qui a travaillé pas mal là-dessus, les fées, les elfes, tous ces êtres-là qui souvent enlevaient des enfants, par exemple, les emmenaient dans leur monde, et quand l'enfant revenait
tournait, il avait bien vieilli, alors que c'est Armageddon, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est quand même un... Je ne sais pas si tu as travaillé, toi, dans ton... Quand ça s'éteint, c'est qu'on aborde quelque chose d'intéressant. Non, sur ce qu'on appelle la cosmogonie, c'est-à-dire les relations entre le monde, les légendes, les fées, les lutins et les petits peuples, etc. Et puis les ovnis, non. Je sais déjà que Valet a travaillé là-dessus. Mais en tout cas, non, il y a des choses intéressantes. Il y a un autre aussi qu'on a souvent noté, nous, dans les témoignages qui sont faits chez BTLV, c'est l'impression que le témoin, quand il voit quelque chose, il a l'impression d'être choisi. C'est un terme qui revient assez souvent. D'être observé, quand il voit l'OVNI, il a l'impression que c'est lui qui doit le voir et pas quelqu'un d'autre. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que cette impression revient de manière mais très très fréquente. Comme si, alors souvent on a aussi l'impression que ces objets sont un peu joueurs, c'est-à-dire qu'ils jouent au chat et à la souris avec nous, et que quand ils ont choisi quelqu'un, ils vont aller sur la personne, ils vont se montrer à cette personne, mais pas aux autres. Il y a quelque chose. Ce qui explique aussi pourquoi des témoins après racontent que même après qu'ils aient vu un ovni, longtemps après, il y a des choses, je sais pas, ils ont des sensations bizarres, ils ont l'impression que des choses ont changé chez eux, etc. Alors j'ai l'exemple, moi après j'en parlerai un peu plus longuement si ça vous intéresse, mais le dernier grand cas qu'on a eu en France, d'observation très très rapprochée d'un ovni, c'est Aravilliers en 98. Aravilliers, c'est dans 50 km au nord de Paris. Et c'est un dossier qui était en train de mourir, enfin mourir au sens plus personne ne s'y intéressait, il était en train de tomber dans l'oubli. Et je l'ai un peu réveillé dans un de mes livres où j'ai le droit à raconter. Il y a un journaliste du Parisien qui a fait un article dessus, c'est reparti un petit peu. Et pour moi, c'est un dossier qui n'est pas terminé, puisque une des protagonistes de l'histoire, qui avait 2 ans à l'époque, était une petite fille de 2 ans, maintenant c'est une adulte qui a 26 ans. Et je l'ai retrouvée, j'ai sympathisé avec elle, et on a fait un scoop avec elle sur BTLV, puisqu'elle est venue parler pour la première fois. Elle ne s'était jamais exprimée sur cette histoire. Ses parents, oui, mais elle, jamais. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est son prolongement. Alors, je n'ai pas le temps de tout raconter, parce que Aravilliers, c'est une grosse histoire. Mais pour aller hyper vite, ouais, en plus, c'est dans un de mes livres. Mais c'est très vite, c'est 5 chasseurs qui, en janvier 98, un matin, à 6h du matin, vont dans un des hameaux de Aravilliers, qui est une toute petite ville, et ils voient un énorme ovni, ils passent dessous avec leur voiture, il y a ce qu'on appelle un missing time, ils perdent conscience, et ils se retrouvent sur un parking de l'autre côté du village, où les attend un de leurs amis, qui lui aussi a vu l'ovni. Et là, tous, ils ne savent pas ce qui leur est arrivé, en tout cas, il s'est passé 7-8 minutes, ils ne savent pas. Il y en a un qui est un des témoins qui veut en savoir plus. Alors bien sûr, ils n'ont pas été voir la gendarmerie, il n'y a jamais eu d'enquête de gendarmerie, jamais aucune enquête officielle, mais ils ont été voir une association ufologique. Il y a eu après une enquête de terrain par un ufologue et qui a raconté toute l'histoire. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on a appris aussi, c'est que outre ces 5 chasseurs qui ont été très perturbés par ce qui leur était arrivé, tout le village, tout le hameau qui a été survolé par l'OVNI, en fait, ce matin-là, ne s'est pas réveillé. Dans toutes les maisons, les gens se sont réveillés vers 10-11 h du matin, sauf dans une maison. Et c'est celle qui était donc habitée par un conseiller municipal et son épouse, qui avait une petite fille de 2 ans. Et la petite fille s'est réveillée ce matin-là en faisant un cauchemar mais énorme, c'est-à-dire mais terrorisée, tétanisée, machin. Voilà. Et elle est au point que ça a duré pendant des semaines. C'est-à-dire pendant des semaines, elle a fait ce cauchemar. Ils ont dû aller voir un psycho, on appelle ça pédopsychiatre, c'est ça, pédopsychiatre. Voilà. Et ça a mis des semaines avant qu'elle se calme. Et elle jouait avec elle avait un petit jouet qui était une petite tortue électrique là, qui faisait des petites lumières de toutes les couleurs. Et exactement à partir du moment où il y a eu cette histoire d'OVNI, cet objet l'a terrifié. C'était son jouet favori, c'est devenu ils ont dû s'en débarrasser, ils l'ont donné une cousine ou je sais pas quoi. Et donc cette petite fille a été traumatisée. Et donc c'est elle qui a grandi, et donc en échangeant avec elle, je voulais savoir comment elle avait, déjà si elle avait des souvenirs de ça,
Alors elle avait des vagues souvenirs, mais c'était, vous savez, ces souvenirs un peu enfouis. Vous savez qu'il y a eu un truc qui vous a fait du mal, mais vous ne savez pas bien quoi. Après, elle a eu ce que les parents lui ont raconté, parce que les parents lui ont dit, bah, tu sais, il y a une histoire d'OVNI. Eux, ils n'ont pas vu l'OVNI, hein. Ils savent juste qu'eux, ils étaient réveillés. Mais elle, après, pendant toute son adolescence, son enfance, son adolescence et maintenant, il y a des trucs bizarres qui sont passés dans sa vie. Plein de trucs bizarres. Déjà, elle s'est aperçue qu'elle arrivait à faire des diagnostics médicaux alors qu'elle n'a aucune connaissance en médecine. Aujourd'hui, elle s'occupe d'enfants. Elle s'occupe de la petite enfance, mais elle n'a pas fait d'études particulières. Et elle a dit à plusieurs personnes, tu devrais aller voir un médecin, je crois que tu as un truc grave. Comme ça. Des trucs, vous savez, vous le savez. Elle a des intuitions, il y a des connaissances qui lui traversent la tête. Elle me dit de temps en temps, elle ne sait pas d'où ça vient. Elle a l'impression que c'est comme si on lui envoyait des informations pour qu'elle les emmagasine, mais elle n'y arrive pas. Elle a un cerveau comme tout le monde, quoi. Elle dit, je ne sais pas d'où ça vient. Elle a des intuitions, elle s'est passionnée pour la culture sumérienne. Vous voyez, la culture sumérienne, les Sumériens, c'est ceux qui ont inventé l'écriture. C'est avant les Babyloniens. Elle ne sait pas pourquoi, parce que c'est pas du tout dans son... Voilà. En fait, elle a lu et elle m'a dit qu'elle avait croisé dans le métro à Paris quelqu'un justement qui lisait un livre sur la culture sumérienne et qui lui avait dit c'est pour vous, enfin c'est vous qui devriez vous intéresser à ça. Et elle a dit mais pourquoi, enfin etc. Alors pourquoi? Et en fait il y a un lien avec l'histoire parce que un des chasseurs a raconté après avoir été abducté, donc avoir été dans l'OVNI. Et là, dans l'OVNI, il aurait rencontré des créatures assez étranges, dont certaines avaient vraiment le profil de personnages de la mythologie sumérienne. Vous me suivez? C'est pas facile. Et donc, il y a des liens, il y a un lien. Et elle, la jeune femme qui s'appelle Cynthia, on peut donner son prénom maintenant, Cynthia, elle n'était pas du tout au courant de cette histoire d'OVNI dans les monts et tout ça. Il y a des liens, il y a des trucs bizarres. Nous, Marcius, chez BTLB, nous a quand même dit qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose en elle enfoui, mais qu'elle ne savait pas quoi et qu'elle ne pouvait pas en parler. Elle ne pouvait physiquement pas en parler. Il y avait un truc, il fallait qu'un jour elle allait se libérer de quelque chose, une révélation, enfin une information, mais elle ne savait pas quoi. Voilà. Donc moi je reste en contact avec elle parce que je me dis que c'est quelque chose de stupéfiant, j'aimerais bien savoir le prendre. Et puis bon, voilà, elle me raconte de temps en temps aussi qu'il arrive des trucs bizarres, des sensations. Enfin, en tout cas, c'est la dernière grande histoire d'ufologie en France, là, des 20-25 dernières années. J'en connais pas d'autres. Si vous en connaissez d'autres, avec Pascal, on est preneur. En tout cas, celle-ci, elle est costaud. Enfin, voilà. Si vous voulez les détails sur Aravilliers, allez sur... alors, vous pouvez regarder un de mes livres, mais sinon sur Google, vous allez voir, tout ça est raconté. D'ailleurs, ça ennuie beaucoup les gens à Aravilliers, parce qu'Aravilliers est une toute petite localité très tranquille. Et quand vous tapez Aravilliers dans Google, les 10 premières réponses, c'est des trucs d'OVNI. Donc ça leur plaît pas du tout. Parce que là-bas, l'immobilier, ça peut avoir des répercussions sur la ville, hein, littéralement. Voilà. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si l'abduction c'est clair pour tout le monde ou pas, effectivement. Il faut bien comprendre que le domaine ufologique commence dans les années 50, hein, pas avant. Le premier vrai livre sur l'ufologie, c'est Donald Keo qui l'écrit. Avant 50, l'hypothèse extraterrestre n'existe pas. Kenneth Arnold, qui est à l'origine de la première observation connue, c'est le 24 juin 1947, lui, Kenneth Arnold, au départ, il ne parle pas d'extraterrestres, il parle d'objets dont il n'a pas réussi à comprendre la nature, mais pour lui, il est plus sur du vaisseau expérimental, militaire, américain, voire plus grave, japonais. Voilà, hein, on en est là. Donc dans les années 50, d'ailleurs, on va dire les choses, hein, Roswell dans les années 50, ça n'existe pas. Roswell va ressortir que dans les années 80, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression souvent que ce qui a déclenché la recherche ufologique, c'est Roswell, en 1947, qu'on a pris la soucoupe de Roswell, qu'on l'a mis dans la zone 51. Non, c'est pas du tout ça. La zone 51, elle est créée en 1955, et elle est créée pour des objets, enfin des avions expérimentaux, mais américains, pas du tout de la rétro-ingénierie militaire. C'est Bob Lazar en 89 qui va sortir cette histoire
Bon, après, on le croit, on ne le croit pas. Je crois qu'il a été démontré quand même que Bob Lazar est plutôt un mythomane qu'autre chose, mais enfin bon, ça, chacun le voit. Et ce fameux phénomène, c'est le jour ce fameux phénomène d'abduction, c'est-à-dire de personnes qui se font, qui non seulement ne se contentent pas de voir un appareil, ne se contentent pas éventuellement d'être en contact avec les occupants de cet appareil, mais qui se font embarquer dans l'appareil. Ça commence avec les fameux époux Hill, Barney et Betty Hill, donc en 1961. Enfin, ce qu'ils pensent avoir vécu se passe en 61, et grosso modo, ça va être médiatisé à partir de 64-65. Voilà, ça nous paraît immédiat, mais ça a mis quelques années quand même avant de sortir. Et on va être clair, se sont engouffrés un certain nombre de personnages dans cette vague de l'abduction, puisque pour Barney et Betty Hill, il y a des enquêtes et des contre-enquêtes qui disent que c'était peut-être un phénomène psychologique. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font dire que c'était pas aussi solide que ça. Et puis après, il y a des abductés célèbres, je pense essentiellement à Travis Walton. Alors Travis Walton, vous connaissez peut-être l'histoire, il y a un film qui a été tiré de son soi-disant histoire qui s'appelle Fire in the Sky. En fait, Travis Walton, c'est un bûcheron. Et puis, il fait son travail, alors je ne sais plus dans quelle région c'est, je crois qu'il a fait un truc comme ça. Et Travis Walton, devant ses compagnons de travail, va soi-disant se faire enlever par une seconde volante. Sauf qu'aujourd'hui, les recherches sont là, il est pratiquement prouvé, enfin moi je suis convaincu que Travis Walton est aussi un mythomane, qu'il a fait tout ça pour l'argent. Cherchez sur notre site, Million Planète, on a mis l'enquête de Charlie Weiser, une chercheuse ou un chercheur, d'ailleurs on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, sur ce sujet-là. Donc voilà, tout ce qui est abduction, c'est quand même hyper sensible. Une petite précision et un paradoxe, c'est que aujourd'hui on parle de plus en plus des ovnis, il y a cette histoire avec les Américains, l'armée, etc. Et en même temps, moi j'observe que des grands cas d'ufologie qui pendant longtemps étaient presque inattaquables, en tout cas qui étaient un peu inscrits dans le marbre, commencent à être discutés. L'affaire Travis Walton, les époux Hill, etc. En tout cas, il y a des gens maintenant qui cherchent un peu la petite bête et qui se disent que ces histoires ne sont pas aussi solides qu'elles avaient l'air peut-être il y a 10 ou 20 ans. Et ça, c'est intéressant aussi parce que moi, je suis assez pour le nettoyage, c'est-à-dire que voilà, si c'est faux, il faut le dire, et il faut passer à autre chose. Il faut se concentrer sur les trucs qui ont l'air plutôt costauds et vrais. Ouais, alors, il y a une histoire parce que, voilà, on parlait de Travis Walton, le bûcheron, mais en fait, Carnigton, un tout petit peu plus tôt dans le Wyoming, c'est un chasseur, il va chasser l'élan, et lui aussi, c'est lui qui, alors je sais pas si vous connaissez l'histoire, il tire avec son fusil, et la balle sort au ralenti de son fusil. C'est comme si le temps s'arrêtait, et là, il va rencontrer dans les bois une créature incroyable, qui va l'emmener. Alors là, c'est pas une survolante, c'est une sorte de cube, et il va se retrouver dans ce cube, et il dit qu'il s'est fait entraîner, embarqué sur une autre planète, il a eu des échanges, etc. Et après, il est revenu un peu violemment sur Terre. Tout ça a l'air complètement extravagant, sauf que on fait des analyses médicales sur lui à l'hôpital, parce qu'on l'a retrouvé dans un sale état, dans les bois, il a fallu des heures pour le retrouver. Et donc on fait des analyses médicales sur lui, on fait des radios, et on s'aperçoit qu'il avait eu la tuberculose quand il était beaucoup plus jeune, donc il avait des sortes de cicatrices au poumon, et là il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Un des extraterrestres, entre guillemets, lui avait donné une sorte de pastille, de pilule, et manifestement il est dans un état de forme incroyable quand il revient. Son véhicule est retrouvé dans un endroit, lui il est retrouvé avec sa Jeep, c'est une sorte de gros pick-up, dans un endroit qui est totalement inaccessible. On ne sait absolument pas comment le véhicule a pu se retrouver là, en tout cas pas par la route. On pense qu'il a été déposé par les airs, peut-être un hélicoptère, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas venu par la route. Voilà. Et puis il y a la fameuse balle, la balle qu'il a tirée au ralenti, il l'a ramassée, il l'a gardée, on a des photos, et elle est retournée comme une chaussette. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer des armuriers à l'époque ont regardé, ils ont dit ils ne savent pas ce qui. Enfin, quand on tire avec une balle, c'est impossible d'avoir cet effet-là. Donc voilà, il y a plein de petits éléments, de petites choses. C'est pas des preuves, c'est des éléments, des indices qui prouvent quand même que son histoire, il y a quelque chose de vrai dedans. Donc moi, l'histoire de Carnigton, je la trouve vraiment passionnante. Je suis un peu moins enthousiasmé par Travis Walton. Et puis surtout, moi j'ai envie de dire, il y
Il y a un élément de preuve souvent qui est important pour moi, c'est la personne qui a vécu cette expérience a-t-elle fait de l'argent avec le peuple. Travis Walton a fait de l'argent. Le film, son histoire, il l'a vendu. Quand il est invité quelque part, il se fait payer. Enfin voilà, il faut bien comprendre que, peut-être pas en France, mais aux États-Unis, il y a tout un business quand même de ufologie. Ce qui est intéressant, c'est que Carl Lyndon, lui, ne s'est pas fait $1 sur cette histoire. J'ai pas pu assez fort, je suis un garçon sensible, je suis pas trop appuyé fort. Carl Lyndon ne s'est pas fait $1 alors, ça n'a pas abîmé sa vie, hein, parce qu'il est resté assez discret, mais c'est vrai qu'il est mort il n'y a pas très longtemps, hein, tu as retrouvé l'état nécrologique. Il est mort là au début de l'année 2022 au Texas. Je l'ai retrouvé un truc, il était âgé. Et ce qui est le plus important, c'est que jusqu'au bout de sa vie, il n'a pas comment on appelle, dévié de son témoignage, mais d'un iota. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, toute son histoire, il a dit que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Bon, après c'est une preuve, hein. Et vous avez souvent des gens à qui il est arrivé un truc et qui, 20 ans, 30 ans après, disent ouais, c'est pas tout à fait comme ça. Là, non, lui, c'est comme ça, pas autrement. Et dans les gens, alors on en parlera demain matin parce que je ferai ma conférence sur l'affaire de Valençol, mais Maurice Mas à Valençol, sans raconter l'histoire, c'est pareil. C'est pareil, ça ne lui a attiré que des ennuis, cette histoire. Donc ça va. Disons que c'est un élément qui va dans le sens de la sincérité du témoin. J'imagine même quelqu'un imagine toute une histoire d'avoir des problèmes après, donc la personne en est un peu victime, mais c'est pas elle l'instigatrice. Oui, voilà, effectivement, je voulais dire que Maurice Mas, je crois que c'est son épouse qui avait dit, alors on ne peut pas certifier que ce soit vraiment ça, mais qui avait dit si Maurice avait accepté tout l'argent qu'on lui avait proposé pour aller faire des conférences à gauche, à droite dans le monde, pas en France, hein, dans le monde, ses enfants n'auraient pas eu besoin de travailler. Voilà, donc ça, pour moi, c'est quand même c'est un signe. Voilà. Quand quelqu'un demande de la thune pour aller raconter son histoire devant son personne, je me dis ok, il y a peut-être un intérêt financier derrière qui n'a pas lieu, effectivement. Et ça, c'est pour les abductions. Alors, on va être clair, j'imagine que dans la vie montagne, tu as eu des témoignages d'abduction. On a eu des témoignages d'abduction, et ça, je disais toujours aux enquêteurs, méfie, doucement, on n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre. La personne qui dit avoir été abductée a sûrement, pour elle c'est une réalité, mais ça peut être aussi une réalité psychiatrique de la personne. Donc, et moi j'en ai vu des ufologues, tu le sais Josson, je suis contre ça. Quand une personne dit j'ai été abductée, quelqu'un qui n'a pas de formation médicale, psycho-médicale, ne doit pas aller sur ce type de cas, parce que le risque, vous êtes ufologue, vous rencontrez cette personne, vous allez peut-être la renforcer dans l'idée qu'elle a vécu quelque chose d'extraordinaire, alors que c'est peut-être tout simplement... on a quelques tristes cires qui sont connus sur le circuit, en étant des soi-disant abductés, qui ont été auscultés par des professionnels de la santé mentale, et les professionnels de la santé mentale vous disent non, ok, c'est une réalité pour lui, mais il y a rien de vrai dans ce qu'il a vécu. Il y a un organisme en France qui quand même s'occupe de ça, c'est le CERO France, qui est comment dire... qui a pour membre alors je ne sais pas si ce sont des psychiatres ou des psychologues, mais enfin des gens, en tout cas formés, pour écouter et pour ausculter les gens par rapport à ce témoignage, donc ça c'est quand même intéressant. C'est Myriam Gabillier, je crois. Ouais, Myriam, je crois que c'est Myriam Gabillier. Donc ça c'est intéressant comme démarche, parce que des spécialistes de la santé psychiatrique vont au contact de gens qui disent avoir vécu des expériences étonnantes. Ça, je pense que c'est plutôt en plus, sans spécialement aller dans... Moi, je crois que c'est Myriam Gabillier, effectivement. Voilà, donc c'est sûr que c'est passionnant, parce que le jour où on peut certifier qu'une personne a vraiment été abductée, alors il y a des gens qui ont dit on nous a mis des implants. Et il y a un docteur qui s'appelle Roger Lair, qui est mort maintenant, qui a essayé d'enlever les implants des personnes qui disaient avoir eu des implants. Alors des implants pourquoi? Peut-être pour suivre les personnes, parce que comme disait Jocelyn, souvent ces personnes se disent choisies, élues. Alors est-ce que ce sont des caractéristiques génétiques ou autres? Et l'implant pourrait être une forme de GPS, pour pouvoir les suivre un petit peu partout sur la planète, comme nous on pourrait mettre un GPS
GPS pour une baleine, un requin, ce qu'on fait d'ailleurs, des animaux dans la savane. Bon, moi, à ma connaissance, justement, l'analyse de ces implants n'a rien donné de réellement probant. Enfin voilà. Enfin, moi, alors j'ai cherché parce que ça m'intrigue, parce que dans les histoires d'abduction, déjà, il y a des centaines, des milliers de personnes qui disent avoir été enlevées par des ovnis, mais il n'y a jamais aucune preuve, mais aucune, rien. Même pas, on a envie de dire, mais vous étiez dans un vaisseau extraterrestre, vous n'auriez pas pu piquer un petit truc. C'est qui? Ah, un astrophysicien dit ça. Bon, voilà. Mais enfin, voilà, c'est du bon sens. On se dit, peut-être qu'on pouvait prendre un petit truc parce que ça prouve qu'il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, plein de gens disent, voilà, on m'a mis un implant, etc. Mais en fait, quand on vérifie, alors soit l'implant n'existe pas, soit comme par hasard, il a été enlevé, on ne sait pas comment, et il a disparu, soit des gens sont venus le chercher, voilà, ça. Et même dans Ravigné, un des témoins dit, il a raconté à l'enquêteur principal à l'époque, à un moment, j'avais c'était dans la cuisse, voilà, une sorte de petit grain de riz, un truc bizarre, j'ai réussi à l'extraire comme un furoncle, vous voyez, truc. Et quand je l'ai retiré, je me suis senti mieux. C'est vrai que si c'est un truc qui fait mal, on se sent mieux, quoi. Mais surtout, la personne, elle l'a jeté. Au lieu de le garder, ça aurait pu être examiné pour voir de quoi il s'agissait, la personne l'a malheureusement jeté. À chaque fois qu'il y a une histoire d'implant, comme par hasard, il disparaît toujours. Je sais pas pourquoi. Comme c'est pratique. C'est pratique. Un jour, on en aura un vrai avec. Parce que ça, c'est vrai que cette histoire de métamatériaux, aujourd'hui, c'est un petit peu au cœur du sujet. Voilà. On aurait récupéré des métamatériaux, des fragments de soucoupe, des choses comme ça, on les analyserait en termes de constitution atomique, ce serait pas faisable par les humains. Voilà. Sauf que c'est toujours un peu le même problème, à chaque fois qu'on va aller un petit peu plus loin, les fragments ont disparu, ils ne sont pas disponibles, quoi, ok. C'est quand même pas pratique d'avoir soi-disant des preuves et de ne pas pouvoir les analyser. Mais bon, c'est un petit peu comme ça. Ça rejoint d'ailleurs les témoignages des anciens militaires, la plupart du temps, qui vous disent « moi j'ai été à Roswell, moi j'ai été dans la base machin, moi j'ai vu ça », et qui disent qu'à chaque fois « mais vous avez un élément, quelque chose pour tester ça ?» Ah non, ça a disparu, on l'a piqué, le dossier, il a pas été perdu. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est juste qu'il n'y a rien pour la tester. Dans les champs, excusez-moi, dans les champs. Alors, on va y venir justement à ces fameux crop circles. Ça fait partie des. Ça, c'est mon nana, les crop circles. Bon. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est mon analyse personnelle. Il n'y a pas un crop circle qu'on ne pourrait pas faire, humainement. C'est rasoir nos câbles après. Je pars du principe que si humainement on peut le faire, qu'est-ce qu'on va chercher autre chose? Voilà, c'est. Il y a des, j'allais dire des milliers, j'abuse, des centaines, j'abuse, mais vous avez des dizaines de vidéos sur YouTube où des gars vous prouvent à l'appui qu'on peut faire un crop circle de façon assez simple. Il y a eu à l'époque Astronogeek, je pense que c'est le dernier, après j'ai pas aimé le traitement qu'il en a fait derrière, parce que je le trouve un peu méprisant, voire très méprisant. Mais aujourd'hui, quand vous analysez les crop circles, c'est marrant, ça commence toujours par un chemin de tracteur ou autre. Quand vous regardez, il y a eu des études, c'est VK je crois, c'est Jill Munch qui est un intervenant du GEPAN, qui est un spécialiste des crop circles, mais qui est un spécialiste des crop circles dans la mesure où lui il arrive, il vous dit comment ça a été fait, par où ils ont commencé, où ils sont passés. D'ailleurs, Astronogeek s'était fait attraper, parce que Jill Munch était venu voir son crop circle, et en 2 minutes, il leur avait dit, vous avez commencé par ça, vous avez fait ci, fait ça. Astronogeek était resté si en disant, putain, le mec est bon quand même. Voilà, donc, alors les crop circles, soi-disant, il y a des mouches collées, des blés qui sont affectés par une espèce de chaleur, machin. Il n'y a pas eu d'études vraiment pointues là-dessus, très honnêtement. Donc les crop circles, c'est un peu toujours pareil. Il y a des gens qui sont beaucoup de fric avec le crop circle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Angleterre ou des choses comme ça. Il y a si vous voulez voir certains crop circles, il y a un ticket. Voilà. Non, mais l'agriculteur est là. Presque il a sa petite cabane. Voilà, c'est 1 livre pour aller voir mon crop circle. Bah ouais, il vient de déglinguer son champ, hein, donc il faut un moment qu'il le rentabilise. Voilà. Alors. Moi, c'est Jean-Michel Rancière. Alors, Jean-Michel Rancière, c'est un éditeur
les éditions JLG, je ne sais pas si vous connaissez. Alors Jean-Michel, il est sérieux, mais il est très marrant aussi. Et lui, il me dit, j'adore aller dans les crop circles parce qu'il y a toujours des nénettes qui font du topless et qui font des... Donc lui, il se régale, quoi. Voilà. C'est son truc, les crop circles d'été. Voilà, donc, moi, je sais pas ce que t'en penses, Jocelyn, mais pour moi, les crop circles, on est vraiment dans le folklore non fondé. Oui, en tout cas, toutes les histoires de... Enfin, même les dessins les plus sophistiqués qu'effectivement qu'on peut voir, comme l'a dit Pascal, sont reproductibles, on sait les faire. Alors après, ça met du temps. Il faut aussi savoir que circule sur Internet pas mal de vidéos plus ou moins bidons, même très bidons, où on voit plus ou moins des boules lumineuses en train de faire des crop circles. Bon, ça, aucune n'est authentifiée. Et après, ça ajoute effectivement une couche. Quand il y a un crop circle qui apparaît, après, il y a des gens qui vont et qui rajoutent et qui disent « Ah, bah moi, quand j'ai tombé le crop circle, je me suis senti bien, un bain d'énergie, enfin, vous voyez, ce genre de choses. » Ça repose sur rien, puis il n'y a pas de mesure. Et puis, alors, on dit « Oui, mais on a mesuré, on a étudié. » Non, en fait, non, quand vous fouillez un peu le sujet, non. Bah, non, c'est des gens qui ont noté, qui ont fait des trucs, mais c'est pas du tout rigoureux et ça débouche sur rien. Donc, vous avez une question, je vois là. Même les premiers qui sont apparus. Pardon? Il y a combien de temps que ça a apparu, ça? Les années 80. Les années 80. Avant, il n'y en a pas. Mais bon, après, ça a lancé une sorte de mode. Je vous dirais juste un truc. Regardez, pendant le confinement, il n'y avait pas de crop circle. Pas du tout. Bah oui, personne sortait. Alors après, on peut se dire, oui, mais les extraterrestres sont intelligents, donc ils se sont dit qu'il n'y avait personne, ils n'ont rien fait. Ils ne voulaient pas bosser pour rien. Ok. Non, enfin moi, dans tout le folklore ufologique, c'est pas le... C'est anecdotique. C'est très anecdotique. Mais c'est vrai que ça fait partie du sujet, hein, les crop circles aujourd'hui. Là où c'est dangereux, et certains intervenants du domaine très pro crop circle dans le sens nettoyage énergétique, voire même guérison du cancer, hein, ça va jusque là. Il y a des mecs qui se sont fait fortement attraper, fortement attaquer. Après ils ont dit là, j'ai jamais dit que ça soignait le cancer. Ouais, on l'avait pas dit, mais il y a des vidéos en conférence où vous dites que ça guérit le cancer. Bon, ça c'est pas possible. Voilà. Après qu'une personne psychologiquement soit dans un crop et je sais pas, voilà, ça lui fait du bien et peut-être un effet placebo, hein, ça c'est. Des fois vous prenez un truc, c'est rien du tout, mais ça vous fait du bien parce que vous avez l'impression que. Mais moi je connais pas d'études vraiment sérieuses où on peut dire bah, le crop circle, effectivement il y a quelque chose qui se dégage du crop circle. Voilà. Donc alors c'est joli, c'est sympa. Mais voilà, moi ça me paraît dangereux de dire que le crop circle dégage une énergie. Puis c'est vrai qu'à la rigueur de se dire mais une entité va faire des milliards de kilomètres pour aller faire une espèce de comment ça s'appelle là, quand tu fais des croix et des ronds là, des morpions sur Terre. Et que l'été, hein, pourquoi pas, après encore une fois tout est possible, mais moi ça me paraît pas très solide. Il y a un autre phénomène aussi qui est intéressant en ufologie, parce qu'il est très contestable, c'est le phénomène des mutilations animales. Alors ça, c'est un sujet que j'ai bien travaillé. C'est pareil, justement on en parlait tout à l'heure, on a quelqu'un qui est fort spécialisé sur le sujet, c'est Nina Moulton-Howe, qui est une chercheuse américaine, enfin une ufologue américaine, qui a fait un film qui s'appelle Strange Harvest, une moisson étrange. Simplement sur ces mutilations animales qui commencent en 1948 avec une jument qui se fait soi-disant mutiler, enfin les propriétaires la trouvent mutilée. On se rend compte qu'en fait il n'y a pas grand chose de solide, souvent on dit c'est des parties molles, il y a de précision chirurgicale, et il y a des vétérinaires qui se sont penchés sur le sujet. Et il faut bien comprendre que lorsque vous êtes aux États-Unis, que vous avez des ranchs qui font des centaines de kilomètres carrés, du bétail qui meurt, il y en a tout le temps. C'est comme ça, c'est le principe. Alors quelqu'un qui travaille avec des bêtes sait que une bête peut mourir de plein de raisons. Et le fait est que quand cette bête meurt, il y a des prédateurs qui vont venir. Mais prédateurs, ça peut être aussi des petits oiseaux, des petits rongeurs, qui vont aller manger les parties molles. Vous avez un petit oiseau qui vous mange au niveau de la lèvre, il y a ce terme de chirurgical. Et il est arrivé souvent des personnes qui disent oui, mon bétail, c'est des incisions chirurgicales, et les journalistes disent pourquoi vous dites que c'est chirurgical? Et souvent la personne disait parce que je l'ai lu dans un autre article, et c'est chirurgical.
Moi, personnellement, sur les mutilations animales, alors après, il y a eu tout un... j'utilise le terme folklore, mais tout un ensemble, que c'était des plaques programmes, que le bétail était enlevé par hélicoptère, que c'était pour... alors moi, je veux bien que des entités, encore une fois, fassent des milliards de kilomètres pour se faire des barbecues, hein, mais moi, ça ne me convainc pas. Voilà, je le dis, c'est vrai que pourquoi pas, mais moi, le phénomène des mutilations animales aujourd'hui ne me paraît pas assez solide pour pouvoir vraiment être pris au sérieux. Je sais pas ce que tu penses. Pour les mutilations aux États-Unis, je sais pas. Bon, on peut constater qu'elles existent. En tout cas, c'est pas une légende urbaine. Il y en a eu. Qui l'a fait, j'en sais rien. Je sais pas. On a vu des humains, mais voilà. Après, on a eu aussi des affaires là récemment en France. Je me rappelle que ça a quand même défrayé la chronique pendant une bonne année, facilement. On n'a jamais trouvé qui c'était. Hein. Il y a pas mal d'enquêtes qui ont été lancées dans toute la France. Et il m'a semblé même, quelqu'un m'en a parlé il y a pas mal de temps, c'est en train de recommencer. Mais là, on est plus dans des histoires de... On a l'impression qu'on a des histoires de rites d'initiation, de quelque chose d'assez glauque autour... peut-être plus aller chercher côté des sectes, sociétés secrètes ou autres, que du côté d'éventuels aliens ou autres. Il faut noter quand même, parce que j'ai travaillé justement sur la vague française, parce que c'était vraiment une vague, j'ai travaillé avec l'organisme qui était en charge, c'était un organisme détaché de la Fédération française d'équitation, parce que ça touchait essentiellement les chevaux, à la différence des États-Unis, et un petit peu moins les bovins ou les ovins. En France, il faut comprendre que, et ça a été le cas en Amérique, hein, il y a un chercheur qui s'appelle Yann Mech qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Les chirurgiens furtifs, et qui est un très bon ouvrage. Et en fait, il y a un phénomène psychosocial sur le coup, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les médias en parlent, eh bien, tous les propriétaires qui vont avoir un cheval mort vont dire « Ok, c'est ça, moi aussi je suis victime ». Voilà. Il faut bien le savoir. Après, des maltraitances de chevaux, il y en a toute l'année. Il y a des gens qui font garder leurs chevaux par des gens qui ne sont pas compétents, ou qui sont voire même complètement cons. Il y a des bêtes qui meurent, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc voilà, moi, cette vague française, elle s'est un petit peu arrêtée quand les médias ont arrêté d'en parler. Voilà, c'est un peu l'idée, donc on peut penser, un petit peu comme la vague belge d'ailleurs, au niveau OVNI, que lorsque les médias commencent à mettre de la lumière dessus, il y a un effet d'amplification, et chaque propriétaire de cheval qui va trouver sa bête morte va dire ah, moi aussi je suis... Après, n'oublions pas le contexte quand même. C'est vrai qu'il y a eu des animaux dépecés, hein, ça c'est vrai, mais on était encore une fois dans un contexte de Covid, dans un contexte de paupérisation, et il est tout à fait possible que des animaux aient été tués pour leur viande. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre aussi, mais là, c'est pas des incisions chirurgicales, c'est carrément du dépeçage. On est dans autre chose. Donc, moi, c'est vrai que le phénomène de la mutilation animale, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Aujourd'hui, mon intime conviction, c'est qu'il n'y a rien d'extraterrestre, de paranormal là-dedans. Ah, alors là, mais c'est une bonne question parce que le Skinwalker Ranch, j'ai envie de dire que tout démarre de là. C'est-à-dire tout ce qu'on connaît aujourd'hui démarre du Skinwalker Ranch. Alors je ne sais pas si vous connaissez le Skinwalker Ranch, je vais peut-être t'en laisser dire quelques mots, parce que tu as fait comme tu avais fait là. Bon, bah, est-ce que vous connaissez le Skinwalker Ranch ou pas? Bon, le Skinwalker Ranch, les Américains appellent ça le Disneyland du paranormal. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce serait un endroit, un ranch, où là vous avez tout ce que vous voulez. Des ovnis, des skinwalkers, des loups-garous, des orbes. Enfin voilà, c'est presque c'est par attraction. Alors, sur le Skinwalker Ranch aujourd'hui, on commence à y voir clair, et c'est un peu ce que tu disais, il y a des choses qui étaient inattaquables, qui commencent à être un petit peu travaillées, et qui commencent à prendre du plomb dans l'aile. Le Skinwalker Ranch, c'est un domaine qui existe depuis toujours, sur lequel les Indiens vivaient. Il n'y avait rien de spécial qui s'est passé, et puis c'est en 95, je crois, hein, que le premier propriétaire, enfin, surtout à un moment, je crois que c'est en 95, où le propriétaire
du ranch dit voilà, on vit des choses totalement anormales, des loups-garous, des ovnis, des choses comme ça. Et il y a un milliardaire qui va s'intéresser à ce domaine, qui s'appelle Robert Bigelow, et qui va acheter ce ranch, et qui, quelque part, comme c'est un milliardaire, il va l'équiper comme un malade, avec plein d'outils, de mesures, de machins comme ça, pour voir exactement ce qui s'y passe. Il va attirer, je suis désolé du terme, mais une clique de chercheurs pas tous de bonne qualité. Et comme vous avez un milliardaire qui s'intéresse au sujet et qui veut financer des recherches, je peux comprendre que ça peut attirer des personnes pas spécialement désintéressées justement sur le coup. Et pour la petite histoire, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait Robert Bigelow, qui a fait fortune dans l'immobilier hôtelier au Nevada, donc Las Vegas, va contacter son sénateur de Las Vegas, qui s'appelle Harry Reid, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui va dire, voilà, monsieur le sénateur, moi je travaille sur quelque chose de très scientifique, ce serait bien que, de façon un petit peu détournée, le gouvernement américain nous donne un petit coup de main. Et c'est ce qui va ressortir dans cet article du 17 décembre 2017, où le gros titre, c'est le gouvernement américain a financé un programme sur la recherche des ovnis pour 22 millions. Ça, c'était vraiment le gros titre. En fait, concrètement, aujourd'hui, on a une petite idée de ce qui s'est passé. Il est tout à fait possible que ces 22 millions de dollars qui ont été donnés au milliardaire Bigelow pour financer ses recherches en Skinwalker assurent quelque part un retour de service d'Harry Reid à l'un de ses plus importants donateurs de campagne. Bon, voilà. Alors, 22 millions de dollars pour Harry Reid, c'était pas grand-chose. Pour Bigelow, c'était pas grand-chose. On subodore aujourd'hui que ce qui intéressait Bigelow, c'était d'obtenir une accréditation SAP, c'est-à-dire une accréditation secret défense, pour pouvoir accéder peut-être à des dossiers un petit peu plus sensibles ou autres. Le fait est que le Skinwalker aujourd'hui continue à défrayer un petit peu la chronique. Il a été racheté par un autre milliardaire qui s'appelle Brugal, Jason Brugal, je crois, quelque chose comme ça, qui continue la recherche. Enfin, aujourd'hui, on est d'accord pour dire que c'est un petit peu la montagne qui accouche d'une souris. Et on a d'anciens employés du Skinwalker Ranch qui disent ouvertement, comme le patron voulait des choses extraordinaires, de temps en temps, on entendait un petit bruit, et puis ça se transformait comme on s'était fait courser par un loup-garou. Voilà. Parce que le patron était content, il continuait à payer. Voilà. Donc, mais c'est un peu Gollum, le Skinwalker Ranch, parce que le Skinwalker Ranch a déclenché tout un ensemble de choses qui a permis à d'autres personnes de s'intéresser au sujet, alors qu'elles ne l'étaient pas initialement. Et au final, c'est grâce au Skinwalker Ranch qu'on a pu avoir ces vidéos qui sont sorties, tout le phénomène. Aujourd'hui, si les politiques s'intéressent au sujet OVNI, c'est-à-dire objet volant non identifié, quelque part, c'est grâce à Bigelow et au Skinwalker Ranch. Et en même temps, c'est créer un nouveau mythe. Les Américains adorent créer des mythes. Parce qu'un mythe, c'est à la fois, ça fait rêver, et puis c'est du business. Donc, mais après, ils ont fait Roswell, ils ont fait la zone 51, et puis le Skinwalker Ranch en fait partie. Et ça, il y a du merchandising derrière, il y a des choses qui se vendent, et puis il y a des films, il y a des séries, enfin, il y a des livres, il y a plein de choses. Des documentaires. Donc il faut jamais oublier ça. N'oubliez pas, quand on parle d'ufologie aux États-Unis, que l'approche des ovnis chez eux n'est pas du tout la même que chez nous. Chez nous, on est encore dans le côté curieux, essayons de savoir de quoi il s'agit, enquêtons, etc. Chez eux, ils sont au stade d'après, ils sont au stade business. C'est business et enjeu politique. Ça aussi, on le dit. C'est pareil, ça nous paraît aberrant, mais les politiciens américains tiennent compte du fait qu'un nombre incroyable d'Américains croient aux ovnis et donc vont tenir des discours qui vont les conforter là-dedans ou en tout cas les faire adhérer à leur propre thèse politique. Donc l'électorat qui croit aux ovnis est important aux États-Unis. En France, ça ne veut rien dire. Oui, tu as raison, c'est même contre-productif. On n'a jamais vu un homme politique dire tiens, je vais sortir une loi ou je vais dire un truc positif en faveur de tous ceux qui croient au paranormal. Non, ça n'existe pas. Aux États-Unis, c'est parce que les nombres sont importants, parce que ça se compte en millions de personnes. Voilà. C'est
Châteauneuf-du-Pape, voilà, dans les années 50, qui a fait un arrêté en disant interdiction aux secours volants de survoler notre ville. Bon, c'est un coup de pute, mais en même temps, ça marche bien, effectivement. Mais juste pour rebondir sur ce que disait Jocelyn, en Amérique, il y a un mouvement, enfin, il n'est pas qu'en Amérique d'ailleurs, il est aussi un petit peu en Europe, qui s'appelle QAnon. QAnon, c'est un mouvement considéré comme complotiste. Et le fait est, mais dès les années 1950, c'est-à-dire dès le moment où le sujet sort par Donald Lequeo, donc le livre dont je vous ai parlé, le préambule, c'est le gouvernement sait des choses, il les cache. Alors, bien sûr que le gouvernement nous cache des choses. Oui, là-dessus, ce serait con de dire que c'est pas le cas. Mais c'est vrai que le phénomène OVNI, QAnon au départ, le mouvement QAnon n'est pas du tout sur les ovnis. Et il se rend compte qu'en fait, il y a une porosité entre ces thèses et les ovnis, parce que les ovnis, le gouvernement, l'armée nous cachent des choses, donc ça va intéresser les gens qui adhèrent à QAnon. Et c'est ce qui s'est passé. Trump lui-même a eu un discours quand même très ambigu sur les ovnis. Il ne s'est pas... régulièrement, il a fait quelques sorties pour dire oui, je sais des choses, mais le Deep State ne veut pas que ça sorte, machin. Et ça plaisait beaucoup à son électorat. Et on sait que pas les adhérents, mais en tout cas les personnes qui sont intéressées par QAnon étaient plutôt trumpistes qu'autre chose. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce côté, nous on se bat contre le Deep State et les ovnis font partie des secrets du Deep State, ça marche bien politiquement. On a un député aux États-Unis qui s'appelle Tim Burchett. Alors lui, le gars, il est en roue libre. On a traduit une de ses interventions il n'y a pas si longtemps, où il dit face caméra, mais de toute façon, le gouvernement nous ment, nous cache des choses, on va leur faire dire ce qu'ils ont à nous dire. Sauf que le gars, il est au Congrès quand même. C'est imaginer aujourd'hui un député de l'Assemblée nationale qui dit face micro, bah, le gouvernement nous cache des choses, on va les pousser, on va leur faire dire ce qu'ils doivent nous dire. Voilà, donc on en est quand même encore très loin en France. Hein. C'est pas du tout, mais aux États-Unis, c'est un argument. C'est important aussi, cette dimension, effectivement. Le sujet OVNI est quand même touchy, hein, il est très sensible et il est souvent perçu, enfin assimilé, et c'est regrettable, parce que pour moi c'est vraiment une interrogation importante de se dire est-ce qu'on est seul dans l'univers, sinon à quoi peuvent ressembler les formes de vie, enfin voilà, ce qui sont des interrogations plutôt scientifiques. Or, le sujet OVNI très vite tourne au côté plutôt secret, on cache des trucs, enfin au complotisme. Donc ça aussi c'est un peu notre boulot quelque part, de le faire sortir de cette image assez désastreuse, qui est entretenue par certains. Certains se complaisent là-dedans, adorent associer tout ce qui est OVNI à, voilà, on cache des trucs, enfin, et effectivement le gouvernement contre les braves gens, enfin, je vous passe les détails. Et bon, moi ça me déplaçait parce que je pense qu'on peut aborder ce sujet-là sans plonger dans des délires qui sont en plus jamais prouvés, hein, c'est toujours des trucs délirants, et on peut se poser des vraies bonnes questions sans y mettre de la politique en fait. C'est tout. Si on parle des côtés néfastes de l'ufologie, on ne peut pas ne pas en parler, c'est ufologie et mouvement sectaire. Voilà. Alors on a des très bons ufologues en France, hein. Jacques Vallée, c'est l'ufologue français le plus connu qui est encore vivant. Par contre, on a aussi un concitoyen célèbre, et celui-là on s'en serait passé, c'est Claude Vourillon, qu'on connaît un peu plus sous le nom de Raël. Donc c'est-à-dire c'est lui qui a lancé le mouvement raélien. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui les mouvements sectaires utilisent allègrement comme porte-montrée les ovnis, mais surtout les extraterrestres. Voilà. Et ça c'est quand même très problématique. Il y a tout un ensemble de recherches qui est intéressant de ce qu'on appelle le néo-évémérisme. Alors le néo-évémérisme c'est quoi? C'est l'étude des textes anciens, la Bible, la Torah, les Vimanas hindous, les textes sumériens dont on parlait tout à l'heure, qui sont quand même assez étonnants quand on les lit littéralement, de dire ben voilà ces textes, bien, si ce n'étaient pas des analogies, mais si c'était des récits que les gens des récits de ce que les gens ont vraiment vécu. Et si on remplace les anges, les dieux, par des êtres venus d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est vrai que étonnamment, littéralement, ça passe très bien. Ça passe crème, on va dire les choses. Mais Claude Vourillon a utilisé toute cette littérature, à savoir essentiellement la littérature d'Eric von Däniken, qui n'est pas le premier à parler de ça, parce que c'est Robert Charroux qui en a parlé un peu plus. On
On a eu aussi Guy Tarade, hein, qui a été quand même assez précurseur sur le sujet. Et Claude Vorillon a utilisé toutes ces littératures pour faire sa propre source, pour faire sa secte. La secte qu'on connaît aujourd'hui sous le nom des Raéliens. Mais quelque part, les Raéliens, c'est la secte qui a la mieux marché. Mais il y en a d'autres, des petites sectes qui utilisent les extraterrestres et qui utilisent justement ce côté le grand public ne comprend rien. Vous, si ça vous intéresse, c'est que vous êtes éveillé, c'est que vous êtes choisi, c'est que vous êtes élu. Vous venez avec nous, on va vous les faire rencontrer. Moi, je me rappelle quand même, Jocelyn Pétella, à Paris, hein, où un gars sur scène avait les yeux, mais presque il avait les larmes aux yeux quand il le disait, qui disait qu'il allait voir des intraterriens. Parce qu'il allait en voyage en Bosnie, c'est ça, c'était en Roumanie, et il avait presque les larmes aux yeux en me disant mais ça y est, on m'a confirmé, je vais pouvoir rencontrer des intraterriens, enfin je suis choisi, ça y est, j'ai passé le test ultime et je vais pouvoir aller les rencontrer, c'est un honneur suprême. Bon, là on est dans un autre discours, mais le problème c'est que tous ces mouvements sectaires rendent le sujet OVNI dans sa recherche la plus pure possible, complètement pourrie. Voilà, enfin moi je... Ça faudra le changer l'année prochaine, ça marche plus. Hein. En partie des annulations. On ne dit rien, on va avoir des emmerdes. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce mouvement sectaire, par mon sens, hein, rend quand même ce sujet touchy et parfois inaudible, je dirais, par le travail ou dans la famille. Ça fait partie vraiment des choses dont il faut se prémunir. Le temps passe, parce que nous on parle, hein, il est 17h45. Est-ce que vous avez des questions, des choses sur les ovnis, des choses qui vous intriguent? J'ai une question. Oui. Que pensez-vous de cette théorie sur les pyramides? Ah oui. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Oui, alors, comment dire, il y a une théorie qui existe, qui est même très populaire, qui dirait que les extraterrestres, alors soit ils ont construit les pyramides, soit ils ont participé à la construction en donnant des technologies ignorées des gens à l'époque. Ouais, alors après, voilà, il y a des documentaires qui ont été faits, des gens ont réfléchi à ça. On va officiellement, tous les archéologues et les gens un peu sérieux qui connaissent l'Égypte éclatent de rire. Éclatent de rire parce que tous ces documentaires ou ces travaux qui sont soi-disant sérieux ne le sont pas du tout. D'abord, ils sont faits par des gens qui ne connaissent rien, enfin, qui sont ni des égyptologues, ni des architectes, ni rien, qui vendent en fait du papier ou du fil pour se faire valoir. Et surtout, leurs analyses et leurs arguments qui ont l'air béton, passez-moi sans mauvais jeu de mots, ne résistent pas à l'analyse. Et le problème, c'est que eux, on voit au chapitre, c'est-à-dire qu'on les entend, ils se répondent sur les réseaux sociaux, etc. Et la réponse sérieuse apportée par les archéologues, elle, on la voit pas, elle est invisible. Parce que malheureusement, les archéologues, en fait, ils considèrent que c'est anecdotique. Et là, ils se trompent. Là, ils se trompent parce qu'il y a énormément de gens qui adhèrent à ces thèses, et en face, il n'y a pas une réponse sérieuse qui est apportée. Donc là, les théories farfelues se répandent sans problème, et il n'y a pas de contre-courant, il n'y a pas de gens qui lancent une idée en disant attendez, là je peux vous dire pourquoi ça ne tient pas la route, là je peux te donner, etc. Et ça on ne le voit pas, ou très mal. Sur les hiéroglyphes, il y a déjà des... Oui, alors sur certains hiéroglyphes, on voit des choses qui ressemblent à... Mais en fait, ça a été pareil. Je vous invite à chercher sur Internet, vous allez trouver assez facilement des spécialistes, des vrais, qui vous expliquent ce que veulent vraiment dire ces hiéroglyphes, et qu'en fait, c'est une interprétation fallacieuse. C'est-à-dire, les gens voient... C'est exactement... c'est comme des pareidolie, c'est comme les gens qui voient des animaux dans les nuages, et qui voient « Ah tiens, ça ressemble à une soucoupe volante ». Mais en fait, non. Chez les Égyptiens, cette forme-là veut dire un truc très précis. Mais pas une soucoupe volante. Même sur les murs mayas à l'époque, ils ont trouvé certains motifs. Alors juste pour finir sur les pyramides, je mets juste un petit bémol parce que c'est vrai que malgré tout, les archéologues égyptiens sont très arc-boutés. Pour eux, c'est des milliers d'esclaves qui poussent des gros blocs.
Alors j'aime bien, il y a une image sur Facebook où on voit deux extraterrestres qui aident à pousser le bloc et qui disent mais vous voyez, les extraterrestres nous ont aidés à créer les pyramides. Les mecs ils essaient de galérer à pousser le bloc. Il y a quand même, et c'est vrai qu'il y a une espèce de dogmatisme des égyptologues de dire non, c'est des esclaves, ils ont poussé les blocs et c'est autre chose. Par contre, alors, c'est vrai qu'il y a le travail de Patrice Couillard, vous connaissez probablement la révélation des pyramides, on ne va pas parler de l'inspiration initiale qui est elle-même rejetée par Patrice Couillard. Et Patrice Couillard aujourd'hui dit il est probable qu'il y a des technologies qu'on a perdues. C'est tout à fait possible. Que ce soit, là il travaille sur les grottes de Benabar, c'est pas Benabar, c'est le chanteur Benabar, enfin bon, un lissage de roches qui est quand même très étonnant. Donc Couillard aujourd'hui dit il est probable que ces civilisations ont des technologies qu'on a perdues. Et ce qui dit encore plus intéressant, c'est le travail de Joseph Davidovits. Alors Joseph Davidovits, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un spécialiste mondial du béton. D'accord? Et lui a étudié les blocs, le parement, pas l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est vrai qu'il est fou. Mais le parement des pyramides, et lui arrive à la conclusion qu'en fait, ils n'ont pas poussé les blocs. En fait, ils ont fait du béton. C'est-à-dire qu'en fait, et sa théorie rend beaucoup de choses tout à fait possibles, c'est-à-dire que de dire non, ils n'ont pas poussé des blocs de milliers de kilos, ils ne les ont pas déplacés sur des centaines de kilomètres, ils ont fait du béton. C'est comme si aujourd'hui, c'est comme si dans 1000 ans, nous on disparaissait tous et qu'une civilisation retrouvait des bâtiments, des gratte-ciels aujourd'hui et qu'on se disait putain les mecs ils les ont taillés dans le bloc alors qu'on a fait du béton. Et moi je trouve cette analyse assez intéressante. Et sur les égyptologues, il y a quand même une espèce de dogmatisme qui... les mesurements et tout ça, le nombre d'or... Alors ça c'est autre chose, ça c'est l'intérieur, je vous donnerai quelque chose, c'est assez passionnant, parce que c'est vrai qu'il y a le parement, et ça le parement, moi je pense que Davidovits a raison, il développe même sa théorie sur les statues de l'île de Pâques. Et lui il dit aujourd'hui non, les statues de l'île de Pâques n'ont pas été transportées, elles ont été moulées, c'est du béton aussi, et ça honnêtement, ça résout beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'au lieu de déplacer des blocs de centaines de milliers de kilos, on les moule, on fait du béton. Là, de suite, on a réglé pas mal de problèmes. Maintenant, l'intérieur de la pyramide, c'est vrai qu'il l'architecture elle-même est quand même folle. Je ne sais pas si aujourd'hui on aurait les cerveaux pour construire quelque chose d'aussi incroyable. Voilà. Ça, Davidovits ne répond pas sur l'intérieur de la pyramide, c'est clair. Monsieur demande, parce que vous ne l'avez peut-être pas entendu, si on pense que Jean-Pierre Petit, qui est donc astrophysicien, et qui a donc fait plusieurs livres avec Jean-Claude Bourret, alors vous voulez savoir si les deux sont crédibles quand ils travaillent ensemble ou séparément? Alors moi je vous donne mon avis qui n'engage que moi, parce que Pascal a peut-être un avis différent. Ils sont old school, c'est-à-dire ils ont fait leur temps. Les deux ont dépassé 80 ans. Jean-Pierre Petit, moi je lisais ses livres en 1977. Et depuis, il n'a fait que répéter des choses, c'est-à-dire qu'il n'a pas apporté grand-chose depuis. C'est-à-dire qu'il aurait pu... Alors, bon, après, on ne va pas rappeler tout son parcours, c'est compliqué. C'est un personnage un peu difficile qui a beaucoup critiqué et qui malheureusement, au fil des années, a plus passé son temps à critiquer qu'à produire des choses intéressantes. Voilà. Enfin, ça, c'est mon avis ultra personnel. Moi, je préfère à la limite lire ses livres des années 70, qui étaient au moins, il était encore dynamique, il avait encore envie de dire des choses, que les derniers qui sont des règlements de compte et machin. Et Jean-Claude Bourret, c'est un journaliste, lui c'est pareil, enfin c'est un peu pareil parce que ces livres des années 70 que j'ai retrouvés, parce que je pensais que je les avais plus, mais je les ai retrouvés chez moi, je les ai relus, en fait, ils sont truffés de plein de notations et d'informations très très intéressantes. Après, il faut savoir que pendant un moment, on s'est un peu moqué de lui, parce qu'il devenait le journaliste des ovnis, des petits hommes verts et tout. Et il est revenu un peu tardivement là-dessus, une fois qu'il était plutôt à la retraite. Et bon, avec les échanges avec Jean-Pierre Petit, c'est pas mal. Ouais. Enfin, disons que lui, moi, j'ai rien à lui reprocher, il fait son boulot de journaliste.
Après, maintenant, je crois qu'aujourd'hui, ça s'intéresse plus à l'histoire des religions que, je crois que tout ce qui est un peu ovni, il a pris un peu de recul avec ça. Pascal, qui le connaît, peut vous dire d'autres choses. Oui, alors, je vais commencer par Jean-Claude. Moi, Jean-Claude, je vous dis franchement, c'est un ami, j'adore, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Jean-Claude, il est capable de vous appeler pour vous demander simplement si ça va. Jean-Claude Bourret, quand vous l'avez au téléphone, on vous appelle, vous dites qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pour savoir ça. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un vraiment d'incroyable. Qui, dans les années 70, a fait preuve d'un courage exceptionnel. Aller commencer, parce qu'il était déjà établi en 70, hein, il n'avait pas besoin de ça. Enfin, ça n'a pas été un coup médiatique pour lui pour monter au créneau. Et dans les années 70, il a eu l'intime conviction qu'il y avait un sujet. Et cette intime conviction, il n'a jamais quitté. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, pour lui, c'est un vrai sujet, il faut en parler. Et c'est vrai que les livres qu'il a écrits, c'était des livres, il a eu la chance d'être en relation avec la gendarmerie, enfin, d'avoir des liens particuliers avec la gendarmerie qui lui ont permis d'avoir beaucoup de témoignages. Et c'est vrai que ces livres de l'époque sont des livres, ce que j'appelle des livres catalogues, et c'est pas péjoratif, mais il y a encore beaucoup à apprendre. Et le problème, c'est que les cas des années 70, après pour les réenquêter, c'est très compliqué parce que les témoins sont plus là, les détails se sont perdus, mais je trouve que Jean-Claude Bourret a fait un travail extraordinaire parce que c'était un socle, un roc, autour duquel d'autres personnes ont pu travailler. Ça a été le cas aussi avec Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit qui a été lui aussi courageux. Dans les années 70, il a pris ou même dans les années 90, il y a l'affaire des U8. Il fallait quand même avoir beaucoup de courage pour défendre ça. Il avait ses convictions. Maintenant, je dis franchement, autant j'ai vraiment une profonde affection pour Jean-Claude Bourret, autant Jean-Pierre Petit est quelqu'un qui est dans l'invective, la critique permanente. Et je l'ai, vécu personnellement. Hein. J'ai un mec, Jean-Pierre Petit, qui me dit « je vais vous tuer médiatiquement » parce que nous n'avons pas accepté une de ces demandes. Voilà, donc je ne sais pas la question, je dis juste que je parle des hommes. Jean-Claude Bourret est un homme extraordinaire. Jean-Pierre Petit, humainement, voilà, c'est autre chose. Après, sur ses travaux, encore une fois, lui aussi a développé des thèses et le courage, c'est le propre de la science d'avancer des choses. Et après, les autres scientifiques vont confirmer, c'est la science. C'est des erreurs, on avance, des tests ou autres. Il a eu un travail très intéressant sur l'MHD. Il est possible que si à l'époque on l'avait suivi sur la MHD, on serait peut-être plus avancé. Ça, on ne le saura jamais. Maintenant, sur son modèle Janus, moi je pense qu'aujourd'hui les scientifiques ne veulent pas se frotter au modèle Janus parce qu'ils ne veulent pas se frotter à Jean-Pierre Petit. Et ce qui est terrible, c'est que ce modèle Janus, cette équation, sera probablement étudiée une fois qu'il sera plus là. Une fois qu'il sera plus là. Bah, les Russes sont bien avancés sur la MHD. Mais ce que je veux dire, je vous le dis, hein, mais ça c'est mon intime conviction, le travail de Jean-Pierre Petit sera disséqué, et quand il sera parti, et je pense qu'on ne lui donnera aucun crédit. Voilà, donc c'est quand même dommage, parce que moi ce modèle Janus, je trouve beaucoup de choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'à se mettre à dos tout le monde, à un moment vous finissez un petit peu seul, quoi. Voilà, et c'est dommage. Voilà. C'est dommage. Ouais. Bah c'est bien, j'ai pas vu passer. Bah, écoutez, merci beaucoup encore une fois, un grand merci à Jean-Louis d'avoir organisé cet événement, de nous avoir permis de nous exprimer. J'espère que cet entretien vous a plu. Et puis bien sûr, je suis disponible sur notre site et moi sur le lien. Merci beaucoup. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour la conférence, je reviens demain pour faire une conférence OVNI à 11h. Si vous êtes dans le coin, venez, je vous verrai avec plaisir. Et puis je reste encore un petit peu là, mais pas très longtemps. Voilà, et puis je reviens demain. Donc merci beaucoup en tout cas d'être venu.